vidéo est de vous indiquer quelle activité faire, où aller, quoi manger dans les différents pays, voire villes ou provinces que vous serez amené à visiter. Aujourd'hui donc, nous allons à la découverte de Magog. Les Abénakis, peuple nomade, furent les premiers habitants de la région, faisant ainsi de ces terres leur territoire de chasse. Cette localisation géographique près du cours d'eau inspira les deux noms que porta la ville au cours de son histoire. Zoutlet, qui signifie la décharge, et Magog, mot abénakis qui signifie truite saumonée. Certainement parce qu'il devait y avoir beaucoup de poissons à cet endroit. Bah alors, il n'est pas vraiment de poisson! D'ailleurs, on a même découvert des vestiges d'un ancien barrage à poissons fabriqué par cette tribu. Mais le nom Magog veut aussi probablement dire ce mot-là, que j'ai pas voulu m'y risquer à prononcer, et qui signifie vaste lac. Encore aujourd'hui, on n'est pas très sûr de la signification véritable du mot Magog. L'ouverture de la colonisation par le lieutenant-gouverneur Alured Clark et sa création des cantons de l'Est entrava la libre circulation des Abénakis. Ces derniers n'y vivant pas de manière permanente, je vous rappelle que c'était un peuple nomade à la base, cela facilita l'appropriation de territoire par ces nouveaux colons. Saint-Michel, c'est un très bon bar-resto. Vraiment sympa à l'intérieur, il y a même des bières de microbrasserie. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais on diffuse de la musique. La musique, elle est là H24, de jour comme de nuit. Là, c'est une reprise de Last Christmas. En fait, il y a des haut-parleurs sur les poteaux juste ici. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Je vous emmène voir la plus vieille bâtisse de Magog. Elle fut construite en 1821 par Ralph Merry. Cet homme a eu un grand impact sur le développement de cette ville. Mais Déborah, tu avais dit que c'était le lieutenant-gouverneur Alured Clark qui avait créé Magog avec ses cantons. Après la guerre d'indépendance remportée par les Américains, les 13 anciennes colonies britanniques sont maintenant indépendantes et forment les États-Unis d'Amérique. Cependant, malgré la paix, plusieurs personnes décident de migrer vers la colonie britannique du Bas-Canada. Certains par fidélité envers la couronne britannique, appelés les loyalistes, d'autres tout simplement pour améliorer leurs conditions de vie. Nicolas Austin et Ralph Merry font partie du voyage. Le groupe de colons cherchèrent à s'installer sur des terres vierges au Canada, mais pas trop loin de l'Amérique non plus. En 1792, le lieutenant-gouverneur Alured Clark souhaite distribuer des terres aux immigrés, mais par canton, qui est un système anglais. Cependant, Nicolas Austin ne peut accéder à ces terres pour cause de problèmes administratifs. Ah, c'est fonctionnel. Du lundi 7 mai au mercredi 9 mai, je prends 2 jours de RTT. Ce qui fait que, hop, j'arrive au lundi de la Pentecôte, et je reprends le travail mardi, j'ai pris 2 jours et j'en ai eu 11. En 1793, il s'établit donc comme squatteur dans le canton de Bolton, avec d'autres. En effet, la colonisation anarchique est chose commune à l'époque. En 1796, Nicolas est à la tête d'un groupe d'une 50aine de squatteurs pour demander la création du canton de Bolton, qui leur sera accordé le 19 août 1797. Nicolas Austin hérite donc de la propriété située à la décharge du lac, appelée Outlet, où il entreprend la construction d'un moulin à scie et un moulin à farine sur la rivière Magog. Il découvrit même les restes d'un barrage à poissons utilisé par les Abénakis. La situation géographique des cantons de Bolton et Athley permettait aux nouveaux migrants de s'établir sur un axe commercial propice. En effet, grâce aux différents cours d'eau qui alimentaient le moulin, cela permettait le développement manufacturier de la région, mais aussi des voies terrestres reliant le Bas-Canada aux États-Unis. En 1799, Ralph Merry III, sa femme Sarah et leurs 8 enfants s'établirent comme squatteurs à Outlet. En 1800, une partie des terres et le moulin de Nicolas Austin sont vendus à Ralph Merry III qui voit déjà le potentiel géographique du lieu.
Avec l'aide de quelques collègues, ils défrichent la terre pour en faire une terre agricole. Au passage, des chemins firent leur apparition dans l'Outlet. Considéré comme le père fondateur de Magog, Ralph Méritrois est un homme d'affaires et un entrepreneur. Il devient même propriétaire de plus de 13 000 acres de terrain. C'est l'équivalent de 5 260 hectares. Pour vous donner une idée, ça représente 7 408 terrains de foot environ. Il achète aussi des droits sur la rivière Magog dont il veut exploiter l'énergie hydraulique. Comme dans plusieurs localités des cantons de l'Est, ce fut d'abord des pionniers d'origine américaine qui furent à l'origine de Magog, reçus ensuite progressivement des migrants britanniques, écossais, irlandais et canadiennes-françaises. Petite pensée en passant, la plus grande fête gourmande du Magog, qui est la fête des vendanges, se déroule chaque année à la baie de Magog. J'ai tellement de neige dans les cheveux, franchement ça me fait peur. Ça me fait penser à Race à Roquette. C'est assez froid. On va loger au bois dormant. Oh là là. Oh, j'adore quand ça a du charme comme ça. C'est vraiment trop beau. Salut! Magnifique. Oh là là, c'est vraiment trop beau. La bière du jour est la malédiction Donut. La malédiction peut être dans le placard de l'un d'entre vous. Cette maléfique bière noire fit la rencontre d'un succulent beignet. Tentée par cette délicieuse sucrerie, elle a maudit pour que cette douceur soit à elle à jamais. De cette condamnation, il en résulte une bière noire, soyeuse, à la mousse chocolat-café et au goût de sucre et de cannelle. Plongée dans les effluves de cette sombre et délicieuse malédiction. Bien dormi? Regardez un petit peu la vue qu'on a de la fenêtre. Le petit déjeuner, c'est en bas. Oh, la salle du brunch. Nous sommes sur la bordure du lac Menfremagog où une légende est née. Un monstre semblable à celui de Nessie, alias le monstre du Loch Ness, est aperçu pour la première fois en 1816 par 8 témoins. Au cours des 2 derniers siècles, on rapporta environ 225 apparitions de celui que l'on nomma le Menfrey. D'ailleurs, vous pouvez voir que derrière moi, le lac est complètement gelé, c'est vraiment magnifique. Là, on va aller voir le vieux clocher. À la base, c'était une église et ensuite, ça a été reconverti en salle de spectacle. Le vieux clocher de Magog étant fermé au public, vous avez le droit à cette jolie photo. Construite en 1886, cette bâtisse fut d'abord occupée par l'église méthodiste. En 1929, elle fut vendue à la loge maçonnique Lake Magog Lodge. À l'automne 1974, elle fut transformée en salle de spectacle. Avis aux amateurs de chocolat, si vous aimez les bons et vrais chocolats chauds, je vous conseille vraiment de vous arrêter au bar à chocolat à Magog. C'est vraiment des chocolats chauds faits dans la pure tradition. Regardez un petit peu les photos que je vous ai postées. Je viens de sortir du restaurant Pinocchio, c'est quand même assez sympa, c'est vraiment de la bonne cuisine, on mange très bien. Il est temps pour moi de partir. Je vous encourage vivement à visiter Magog par vous-même parce qu'il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses à voir que je ne pouvais pas tout mettre dans la vidéo. Et qui sait, peut-être que vous serez cette autre personne qui aura la chance de découvrir le Menfrey.
Je sais plus. Ah oui, ça filme. Le Menfrey. Le Menfrey. Ça va? Pourquoi est-ce qu'on dit le Menfrey alors que c'est un M? C'est bon? J'arrive pas avec la neige. Le Menfrey. Ah bah oui. Ah, c'est bien. Ah, je n'arrive pas à parler. Le lac Menfrey Magog et le monstre Menfrey. Au passage, des chemins se frayent un passage, se frayent un chemin. Au passage, des chemins firent leur apparition dans le Miclette.